Donc, tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Je voudrais souhaiter un excellent succès pour cette journée et je voudrais dire à tous les organisateurs, je vous souhaite un succès dans votre entreprise que je ne peux qu'encourager. Alors, on m'a demandé de vous parler du BCG. Voici le plan que je vais utiliser. Je vais vous parler très brièvement du BCG, l'histoire, ses échecs et ses succès. Et je vais insister énormément sur ça, sur les BCG, parce qu'après tout, je pense que vous êtes là surtout pour écouter cela, et non pas du tout ces histoires de théorie, etc. Et puis, par la suite, pour les plus curieux, je vais parler un tout petit peu de direction future, parce que d'emblée, je dois dire que ce vaccin BCG n'est pas tout à fait efficace. Alors, comme vous le savez, cette tuberculose, c'est une maladie connue depuis très longtemps, depuis l'âge de la pierre, si vous voulez, et que quelques dates tout de même intéressantes. En 1882, on va identifier pour la première fois l'agent responsable de la tuberculose, qui est Mycobacterium tuberculosis. On a mis longtemps, une quinzaine d'années, pour mettre au point la première vaccination anti-tuberculose de BCG, et puis il a fallu attendre jusqu'à 1943 pour voir s'introduire le premier antibiotique anti-BK, qui est la streptomycine, qui est une date extraordinaire, c'est celle-là, 1998, où grâce au progrès de la biologie moléculaire, on a pu faire le séquençage complet de Mycobacterium tuberculosis et ensuite les autres mycobactéries. Alors la tuberculose, comme vous voyez, elle est très répandue dans le monde. Là, vous voyez notamment les zones rouges et oranges où l'incidence est très élevée et que, en définitive, cette tuberculose, elle tue encore. Elle tue encore puisque en 2015, elle a tué à travers le monde près de 2 millions d'individus, donc cela veut dire que cette vaccination, elle est obligatoire. Et je dois signaler aussi la recrudescence de l'incidence de la tuberculose, peut-être l'émergence de bacilles multirésistants, peut-être aussi l'épidémie de l'infection HIV du sida. Et je dois signaler enfin cette efficacité qui est tout à fait controversée de ce seul vaccin disponible qui est le BCG, ce qu'a fait déclarer par l'OMS la tuberculose comme une urgence en 1993, et depuis, beaucoup de recherches dans le domaine de la vaccinologie anti-tuberculose. Alors, le BCG, ce qu'il faut savoir, c'est une bactérie, et c'est une mycobactérie. C'est une mycobactérie qui appartient à ce qu'on appelle le genre Mycobacterium. Le genre Mycobacterium, comme vous le savez très bien, il y a le complexe Mycobacterium tuberculosis, le bacille de la lèpre, et ce groupe de bactéries qui sont avec nous, qui vivent en nous, si vous voulez, qui nous entourent, qui sont les mycobactéries dites environnementales ou atypiques. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que BCG, c'est une bactérie, et c'est une mycobactérie, et que cette mycobactérie, elle appartient à ce genre donc, de Mycobacterium tuberculosis, et plus exactement à ce complexe Mycobacterium tuberculosis, qui, si on le voit de façon plus détaillée, il va comporter, ou il comporte Mycobacterium tuberculosis lui-même, ensuite Mycobacterium cagnetti, africanum, microti et Mycobacterium bovis. Et le vaccin BCG, ou le BCG, si vous voulez, on peut le considérer comme une mycobactérie, comme en quelque sorte l'arrière-petite-fille de Mycobacterium bovis. Toutes ces souches, qui sont des cousines germaines si vous voulez, elles dérivent d'un ancêtre commun qui est Mycobacterium prototuberculosis et qui, au cours de l'évolution, et c'est à la suite de plusieurs passages au niveau des cultures
qu'ils ont perdu beaucoup de régions, ces régions de différenciation, ce qui a amené à avoir toutes ces mycobactéries. Donc, le BCG, c'est une mycobactérie, elle dérive de Mycobacterium tuberculosis bovis, et c'est entre 1905 et 1921 que ces deux auteurs, Calmette et Guérin, ont pu développer le vaccin BCG, initialement en cultivant ce Mycobacterium bovis sur de la bile, de la pomme de terre avec un peu de bile. Ils ont constaté que la virulence de cette souche, si vous voulez, a augmenté énormément. À l'inverse, lorsqu'ils multiplient les repassages, une culture, ça dure entre 3 et 4 semaines, si je fais des repiquages successifs, et si je fais au bout une trentaine, si vous voulez, c'est l'inverse qui a été constaté, c'est-à-dire la perte de virulence, la perte de ce pouvoir de virulence, et à l'inverse, cette souche, elle est devenue plutôt protectrice lorsque je l'injecte à un animal, d'où l'idée de la vaccination. En fait, ces deux auteurs ne vont pas vacciner immédiatement, ils ont eu peur. Vous imaginez, vous êtes au début du XXe siècle, il y a la Première Guerre mondiale, il y a une tension à droite et à gauche, et Calmette et Guérin, ils ont quand même, avant de vacciner, entamé plus de 231 repiquages, si vous voulez, ce qui va durer 13 ans en entier pour qu'ils puissent démarrer cette première campagne de vaccination avec le BCG, et ils ont vacciné des nouveau-nés de mères tuberculeuses vivant dans un entourage hautement contaminant, et le résultat est excellent, puisque la mortalité, elle va diminuer de 3%, aller de 3% chez les enfants vaccinés, et elle est 5 fois plus, si vous voulez, chez les nouveau-nés qui n'ont pas été vaccinés. De là, vous imaginez, ce vaccin a été demandé par un grand nombre de laboratoires dans le monde. Tout le monde veut ce vaccin, donc il a voyagé un peu partout. Et malheureusement, je vais vous raconter une histoire un tout petit peu triste, puisque suite à une erreur d'étiquetage, là, au lieu d'étiqueter vaccin, si vous voulez, on a étiqueté, au lieu d'étiqueter Mycobacterium tuberculosis virulent, on a étiqueté vaccin, et on a pu y coller à Lübeck, en Allemagne, 251 enfants avec ce germe, avec Mycobacterium tuberculosis virulent. On va obtenir chez 30% des enfants le décès, chez à peu près la moitié vont faire une tuberculose de différentes manières. Et retenez bien ce chiffre-là, c'est lui qui m'intéresse le plus, c'est que à peu près un enfant sur 5 ne fera rien du tout. Il ne meurt pas, il ne fera pas de tuberculose. Et c'est à la suite de ce constat qu'aujourd'hui, on parle de maladie plutôt génétique. La tuberculose, on dit que c'est une maladie génétique et que ce n'est pas n'importe qui fera une tuberculose. Il y a une susceptibilité particulière pour faire, si vous voulez, la tuberculose maladie. Suite à cet accident, Calmette et Guérin ont été innocentés par la suite, et cette souche initiale BCG a continué à voyager un peu partout, ce qui va donner toutes ces souches. Vous avez entendu parler de toutes ces souches de BCG. On les a classées en 3 grosses catégories. La première, elle est là, bien avant l'accident de Lübeck, le BCG russe, le BCG Tokyo, et puis par la suite, une deuxième vague, le groupe 2, tel que le BCG suédois, et enfin, une troisième vague, les souches les plus récentes, dans la souche Pasteur que nous utilisons. Et il faut dire qu'à partir des années 60, on a standardisé la technique de culture, et qu'avec l'avènement de ce qu'on appelle la lyophilisation, c'est fini maintenant. On ne fait plus ces différents repiquages pour avoir donc de BCG, et donc l'absence de repiquage successif va stabiliser en quelque sorte le génome de ces différentes souches de mycobactéries, et actuellement ce génome il est carrément stabilisé depuis, disons, les années 60. Voilà pour l'histoire. L'efficacité de BCG, elle est très variable d'un pays à l'autre. 0, ça vous étonne? Oui, 0%
c'est essentiellement au sud de l'Inde, où la tuberculose sévit à l'état pandémique, si vous voulez, 0%. Par contre, 80% en Grande-Bretagne, chez des écoliers âgés de 14 à 5 ans, sur un suivi de 5 ans, 80% n'ont pas fait de tuberculose, alors que le premier essai de Chengleput ici, c'est un essai contre la tuberculose active pulmonaire, donc chez l'adulte. Donc, mais si vous voulez, dans une méta-analyse, et c'est ce qu'il faut en médecine, donc dans cette méta-analyse, vous voyez que ce vaccin BCG, il n'est pas tout à fait efficace pour protéger contre les formes pulmonaires, puisqu'on protège un sujet sur 2. Mais c'est un vaccin qui reste très intéressant parce qu'il protège contre les formes graves, ménagées et disséminées. Jusqu'à 3/4 des enfants sont protégés contre les formes disséminées. Quelle est la situation dans les pays où l'incidence est relativement faible? Dans ces pays-là, comme vous voyez, on a arrêté la vaccination, par exemple, la Suède ou même la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'incidence va passer de 3 à 14 pour 1000 chez les enfants, donc étrangers, donc les immigrés. Et qu'est-ce qu'on a fait en conséquence? On s'est mis à vacciner cette catégorie, si vous voulez, d'enfants. Est-ce qu'il y a un intérêt à revacciner, à faire un rappel par le BCG? Aucun intérêt. Comme vous le voyez ici, un premier groupe de plus de 17 000 enfants âgés de 7 à 12 ans qu'on revaccine par le BCG, le même BCG. Les autres, mêmes caractéristiques, on ne vaccine pas. On va les suivre pendant longtemps, jusqu'à plus de 5 ans, et l'incidence, elle est exactement la même. C'est la raison pour laquelle, dans le monde entier, aujourd'hui, on ne fait plus de revaccination de ces enfants-là, y compris la Tunisie, quoique la décision a été prise un peu tardivement. Alors, en conclusion, on va dire que le BCG protège bien l'enfant, notamment contre les formes disséminées, il protège mal contre la tuberculose pulmonaire de l'adulte jeune, et c'est cet adulte jeune qui est le contaminateur, en fait. Et s'il y a de la recherche, on doit viser cet aspect-là. La revaccination est sans intérêt, et que la durée moyenne de protection, elle est relativement faible, elle est au moins de 10 ans, grand maximum, elle est de 20 ans. Mais pourquoi donc toutes ces variations de résultats de 0 à 80%, etc. En fait, les hypothèses, c'est parce que les critères d'éligibilité sont variables et on va utiliser, avant de tester, le critère d'interdermo-réaction à la tuberculose. Et vous savez que, même si j'ai un sujet qui est contaminé, qui est bien vacciné, l'interdermo-réaction doit être négative. Donc c'est un mauvais critère. Et puis, des problèmes de conservation en fonction des pays. Les tests comment évaluer mon efficacité par la suite? J'en vois là aussi, c'est le test cutané à la tuberculine qui seront pris, si vous voulez, en compte. Et là aussi, on sait que si le test est positif, est-ce que c'est le vaccin lui-même qui va protéger ou est-ce que je fais une tuberculose même latente? Tout dernièrement, c'est l'utilisation de ces techniques immunologiques qui a permis de mieux sélectionner les malades, puisqu'ici, on va s'appuyer sur la réaction immunologique qui n'existe que chez les malades qui sont infectés par le Mycobacterium tuberculosis, sinon pas par le BCG. Mais aussi, quel est le rôle des mycobactéries qui sont autour de nous, qui sont trop nombreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mycobactéries qui vivent avec nous, elles peuvent donner le même effet que le BCG lui-même. Je peux me protéger grâce à cela. Je peux me protéger même contre les autres souches de Mycobacterium, par exemple le Mycobacterium leprae. En outre, si je vis dans un environnement où il y a beaucoup de mycobactéries environnementales, ces mycobactéries environnementales sont tellement suffisantes pour inhiber la croissance de BCG. Donc lorsque j'injecte le BCG, il est inactif parce que ces mycobactéries vont inhiber sa croissance. Le rôle de l'infestation parasitaire chronique, c'est démontré là aussi, elle diminue l'efficacité du vaccin BCG parce qu'elle va modifier totalement la réaction immunologique. Donc vous voyez que les choses
sont vraiment compliquées. Et enfin, est-ce qu'il y a un rôle de la souche BCG utilisée et les diversités génétiques? L'Angleterre, où ça a été fait l'essai, c'est une population très hétérogène. Malawi ou Cheng-le-Côte, ce sont des populations tout à fait homogènes. Et là, lorsqu'on a utilisé ces choses, Blackstow et danoise, on a pu obtenir effectivement une bonne protection en Grande-Bretagne, mais par contre, elle est mauvaise en Afrique et au sud de l'Inde. Et enfin, est-ce que le bacille des bêtes, le bacille, donc le coq, le BK, il pénètre par voie aérienne à travers les poumons, les branches et les poumons? Est-ce que si je vaccine par voie intradermique, je protégerai tous ces tissus-là? Faut-il plutôt introduire un vaccin plutôt par voie muqueuse? Voilà, je m'arrête là sur ces données parce que les organisateurs m'ont demandé de le faire pour vous parler maintenant du sujet probablement qui vous intéresse le plus, les BCG. Alors, les BCG, quelques données épidémiologiques, je pense que leur incidence est réellement sous-estimée. Je pense personnellement que c'est sous-estimé puisqu'on n'a pas tellement de critères réglés. Quand est-ce que je dirais que c'est une BCG? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et puis, c'est fonction aussi de la souche utilisée, de la dose administrée, de la qualité de l'injection intradermique qu'on peut voir ces complications. Vous savez, personnellement, je travaille sur ces déficits immunitaires depuis maintenant une trentaine d'années. Et on a publié ça dans 25 ans d'expérience. Vous voyez l'incidence de déficit immunitaire en Tunisie qui ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est grâce à un effort qui est le vôtre. Et aujourd'hui, on reconnaît beaucoup mieux ces déficits immunitaires, donc ils sont fréquents. Mais aussi, c'est la même chose pour le BCG, ça suit pratiquement la même chose. Regardez, un cas par an en 99, maintenant on est au moins 12 cas par an de BCG relativement graves. Alors, il faut savoir que chez un volontaire sain, lorsque je mets du BCG au niveau intradermique, au niveau du bras, il va persister à peu près 4 semaines, si vous voulez, dans 50% des cas, et puis au bout de 3 mois, ce BCG va disparaître. Mais par contre, si j'ai un sujet dont le système immunitaire ne fonctionne pas, un sujet qui a un déficit immunitaire, ce BCG introduit en intradermique, il peut persister des années et des années. Alors, quelle est la conduite de notre examen si je suspecte une BCG? Tout d'abord, je dois éliminer ce qui n'est pas une BCG. Voici, si vous voulez, mon injection. Vous savez beaucoup mieux que moi qu'il vaut mieux injecter des doses plutôt de l'ordre de 0,05 chez l'enfant de moins d'1 an. Si je fais cela strictement en intradermique, 3 à 4 semaines plus tard, une petite induration de 5 à 15 mm va apparaître, et puis par la suite, elle sera suivie d'une ulcération. Retenez un chiffre, elle ne doit pas dépasser 1 cm. Et deuxièmement, une adénopathie satellite, donc axillaire gauche, puisqu'on injecte en face de diatomite gauche, là aussi, de moins de 1 cm. Tout ça, c'est le normal. Il n'y a rien de pathologie là-dedans. Quelques semaines plus tard, tout ça, ça va cicatriser et ça peut rester plusieurs mois, si vous voulez. Alors, des complications, il y a des complications locales qui ne sont pas du tout spécifiques avec le BCG, qu'on va voir avec l'autre vaccin, tel que l'eczéma peut avoir une sensibilisation à ces protéines, donc de BCG, une surinfection apiogène, et là, je vous invite à chaque fois de ponctionner, de vider, si vous voulez, cet abcès. Pourquoi? Pour prouver ici que ce n'est pas le BCG qui en est responsable, mais parce que peut-être on a manipulé mal, et c'est une surinfection apiogène. Là, ce n'est pas une complication de BCG, ce n'est pas une BCG, c'est une surinfection à staphylocoque, en tout cas à un pyogène. On peut voir aussi des granulomes qui peuvent prendre des tailles importantes ou des cicatrices keloïdes, mais aussi des complications générales qui sont très rares, un peu de fièvre. C'est décrit exceptionnellement choc anaphylactique, on a décrit des convulsions, un érythème noueux, lupus julien, tout ça on l'a décrit, ce sont des choses exceptionnelles. Donc tout cela n'est pas lié au BCG. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire BCG? Le BCG, donc, on va essayer de les classer ensemble, comme ça a été fait ici en 2006.
en BCG local, régional, à distance disséminée, vous allez voir que cette classification est très importante et que notre action en dépendra. Tout d'abord, les BCG locales, donc elles siègent au niveau du site vaccinal. J'ai une complication là où j'injecte mon BCG. Par exemple, ici, je peux avoir un abcès, mais cette fois-ci un BCG. C'est la raison pour laquelle je vous dis de mettre une aiguille, de ponctionner, pour vérifier que c'est le BCG qui est responsable d'abcès et non pas une surinfection. Habituellement, ces complications locales d'abcès de BCG surviennent à 2-3 mois après la vaccination. Mais je parlerai de BCG local si j'ai une ulcération qui persiste plus de 4 mois ou si j'ai une ulcération qui s'étend de plus de 1 cm. Tout ça, c'est au niveau du site local. Et donc, on les appelle BCG local. Ça ne sort pas du site d'inoculation de mon BCG. Alors, donc, pour les critères diagnostiques, au nombre de cas, là j'ai les BCG régionales, deuxième type de complication. 4 critères ici, outre ce que je veux avoir au niveau du site d'inoculation, j'ai un ganglion homolatéral à ma vaccination par le BCG. Ce ganglion, on a vu tout à l'heure, s'il a moins de 1 cm, ça c'est le normal. Ici, il a plus de 1 cm. Ou bien c'est un ganglion qui est tout à fait inflammatoire, il prépare une fistulisation. Il est axillaire gauche, isolé ou bien associé à des adénopathies au niveau de la même région, homolatérale. C'est-à-dire, j'ai vacciné le BCG ici, j'ai un ganglion axillaire de plus de 1 cm, j'ai un ganglion susclaviculaire, j'ai un ganglion cervical, mais tout est homolatéral dans la région. Ça s'appelle les BCG régionales. Donc, si vous voulez, la deuxième chose d'important, j'ai vacciné donc du même côté que cette adénite. Je n'ai pas d'autre localisation que dans la région, si vous voulez, et je n'ai pas d'autre cause à cette adénite, si vous voulez. Donc, voici un exemple donc, de ce BCG régional, ce qu'on appelle adénite ou lymphadenite ou adénopathie, c'est kiff-kiff. Donc, les délais, généralement, c'est 2 semaines à 6 mois après la vaccination. Généralement, ces adénopathies, elles sont axillaires, dans plus de 90% des cas. Parfois, elles sont susclaviculaires, regardez toujours, elles sont régionales. Rarement, elles sont cervicales, mais homolatérales. Elles sont souvent suppurées, ça c'est une caractéristique, 2 tiers des cas à peu près. Et assez souvent, elles évoluent vers la fistulisation avec la formation de sinus. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas ces sinus qui vont pérenniser en quelque sorte l'infection à BCG. Et si vous voyez donc des stigmates de suppuration, il faut absolument vider cette adénite. Les signes systémiques, ils sont, je dirais même, exceptionnels. Et si vous avez des signes systémiques, je vais vous le dire tout à l'heure, cela veut dire que, oui, ça a commencé là, mais c'est en train de diffuser. Et BCG disséminé égale pratiquement la mort de l'enfant. Voici quelques exemples de ces BCG, donc régionales, le site de vaccination. Ces adénopathies, ici, j'ai montré ce schéma pour vous dire que ne peuvent pas être trop manipulés par le chirurgien. Il ne faut pas les confier au chirurgien. Ils vont inciser, ils vont faire un tas de choses. Voici le résultat. Je vais vous dire ce qu'il faut faire tout à l'heure. Désolé pour les chirurgiens ce soir. Alors, on leur donne quand même dans certaines situations ces enfants. Regardez aussi donc ces adénites axillaires suppurées de larges cicatrices kéloïdes suite à des interventions chirurgicales successives. BCG local, régional, maintenant de 3e catégorie à distance. Qu'est-ce que ça veut dire ce langage? Donc c'est le siège en dehors du site local, régional ou latéral de la vaccination. C'est-à-dire j'ai une autre localisation, un site mais à distance de ce que j'ai au niveau local ou de la région. J'ai par exemple une adénopathie contralatérale ou carrément un pulmonaire ou n'importe quel niveau, une atteinte pulmonaire, une atteinte osseuse, donc un seul site qui est touché au-delà du site local d'injection de BCG ou de la région. Les signes systémiques sont fréquents.
Mais là aussi, si on a des signes systémiques, cela pourrait préparer la dissémination de la BCG. La plus connue de ces BCG dites à distance, c'est l'ostéomyélite à BCG, et donc là, elle est relativement fréquente, 1 sur 700 par million de vaccins. Là, chez un cutané, dans une série personnelle, vous les voyez, donc c'est une BCG à distance. Cet enfant, il n'a qu'une adénite axillaire et il a ce foyer-là. J'arrive maintenant aux formes les plus graves, les BCG disséminées. Là, elles siègent au moins 2 sites, en dehors de la région ou du site de vaccination, si vous voulez. L'os est touché très fréquemment, dans près de 2 tiers des cas, l'os est touché, mais aussi d'autres organes sont touchés. Et ces BCG, comme vous le voyez, malheureusement, ce schéma, je suis désolé pour le mettre, et donc là, ce sont des formes particulièrement graves, et malheureusement, beaucoup de ces enfants meurent. Alors, on parle de dissémination, mais aussi, si j'isole BCG dans le sang, vous devez avoir, pour moi, donc c'est une BCG dite disséminée. Donc c'est la forme la plus grave de BCG, 2 à 3 par million d'enfants vaccinés. Ce sont des enfants jeunes, donc de 2 à 19 mois, généralement de 14 jours après la vaccination jusqu'à 11 mois, et j'ai vu même des BCG jusqu'à 2 ans. Malheureusement, vous voyez ici dans les références, la littérature, elle est muette, il n'y a rien. Et la majorité de ce que je vous donne maintenant, ce sont des données tout à fait personnelles. La clinique, c'est un enfant qui est fébrile, il est hypotrophique, il est dénutri, il est en mauvais état général, avec beaucoup de localisation à distance. Vous voyez par exemple ce déficit immunitaire combiné sévère. Regardez cette dénutrition extrême, je vous dis qu'un schwach. Et donc regardez ici cette dénutrition extrême, l'abcès ici, à ce niveau-là, ce buccal. Donc c'est un déficit immunitaire combiné sévère qui vient d'être révélé par cette BCG généralisée. Alors, si je vois un tout petit peu la série personnelle, nous voyons que à peu près 60% elles sont régionales, donc c'est ce que vous voyez certainement le plus, quelquefois à distance, mais tout de même pas mal de BCG disséminés, à peu près un enfant sur 3. Jusque-là, je me suis basé sur la clinique, maintenant sur l'histologie. Après tout, il faut confirmer qu'il s'agissait donc d'une BCG. Comme vous savez, si je vous dis c'est une mycobactérie de BCG, et donc comme toute mycobactérie, ça va donner un granulome. Ça va donner un granulome, mais très souvent, dans le cadre de déficit immunitaire, parce que ça peut cacher un déficit immunitaire, je peux dans certains cas ne pas du tout voir de granulome, mais ceci est très rare. Très souvent, j'ai un granulome, comme pour une mycobactérie normale, chez un sujet dont le système immunitaire est normal, c'est-à-dire un granulome dit de type tuberculoïde. On le reconnaît, on n'a pas le reconnaît grâce à ce casium, il y a du BCG, du BK qui est dedans, une couronne ici de cellules gigantocellulaires de la folie, puis ils sont autour d'eux, de tout cela, de la fibrose, et donc il est isolé là-dedans. Ça, c'est le typique, notamment chez un sujet normal. Mais chez un sujet dont le système immunitaire est défaillant, il n'a pas de lymphocyte, il n'a pas de bon macrophage. Comment voulez-vous que sa BCG, son granulome s'organise de cette façon? Non, c'est un granulome dit de type léproïde, parce que dans la lèpre, on voit ce type de granulome, et les anapales sont totalement perdus, et ils risquent de vous répondre abusivement que non, je ne vois pas, je n'y a pas de signe de tuberculose. Il faut leur dire que c'est un déficit immunitaire très probable, c'est la raison pour laquelle ce que vous connaissez sur le plan théorique du granulome est totalement donc bouleversé dans cette situation-là. Nous allons voir ce granulome léproïde, il est retrouvé surtout chez les enfants qui ont un déficit immunitaire. Dans la série de l'ICAR à Paris, sur 6 biopsies, il voit 6 granulomes de type léproïde. Dans la série personnelle, 9 sur les 13 granulomes que j'ai vus sont tous de type léproïde, où l'anapale est totalement égarée. Et comme vous voyez, dans tous les cas, il s'agit, ça cache un déficit immunitaire combiné sévère, c'est un déficit de la bactéricide, viscotadriche, des défauts de récepteurs de l'interleukine 12, etc.
Les BCJ à distance aussi peuvent cacher un déficit immunitaire, doivent garder les granulomes, et ça cache toujours donc un déficit immunitaire. Par contre, le granulome tuberculoïde, on en a vu, comme je viens de vous dire, ces malades n'ont pas de lymphocytes, ils ont des lymphocytes qui sont dégraissés. Comment peuvent-ils organiser tout ce travail-là? En fait, on pense que ce sont des lymphocytes de leur maman. Vous savez, les transfusions materno-fœtales, elles sont activées, elles vont se mettre à sécréter de l'interféron pour faire maturer ces macrophages, ces géantes, et fabriquer tout cela. On l'a vu quand on se 13 granulomes dans la série personnelle, et très souvent, comme là aussi, ça cache un déficit immunitaire sous-jacent, y compris dans le cadre des BCJ à distance. Ça sur le plan histologique. Maintenant sur le plan bactériologique ou microbiologique, la recherche de base, elle n'est pas tout à fait spécifique. Un tas de micro-organismes qui peuvent être bacilles acido-alcoolo-résistants. Le diagnostic de certitude, donc, c'est la caractérisation, la culturalisation de BCG, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut un laboratoire vraiment spécialisé pour cela. Aujourd'hui, il est beaucoup aidé par la BCG. Une autre caractéristique peut-être, cette mycobactérie, elle est tout à fait résistante à l'inverse de Mycobacterium tuberculosis à la piazoline, et là c'est une grande caractéristique du BCG. Alors sur le plan microbiologique, dans la série personnelle, vous voyez, on a pu voir soit des bacilles résistants, des cultures aussi, on a pu isoler ces microbes dans la PCR. Les sites les plus contributifs, c'est la peau, lorsqu'on a une suppuration, le tubage gastrique, mais aussi l'examen le CBC. Alors, la confirmation de la vésicite, comment je vais dire qu'il s'agit d'une vésicite? Après tout, ça peut être autre chose, je vais dire qu'il y a un autre micro-organisme. Tout d'abord, la vésicite locale. La confirmation, elle est clinique. Locale, je vous rappelle, strictement au niveau du site que j'injecte, j'ai un abcès, j'ai une ulcération qui dépasse 1 cm, ou bien ça se cicatrise. Depuis plusieurs semaines, ce n'est pas cicatrisé. Donc là, la confirmation est plutôt clinique, c'est ce que je viens de dire. Et s'il y a un abcès, il faut absolument faire la microbiologie pour faire la part entre surinfection et abcès à BCG. Les BCG régionales, ce n'est pas clinique aussi, parce que j'ai la myélopathie unique ou multiple, mais surtout homolatérale, du même côté que le BCG, je n'ai pas de localisation à distance et je n'ai pas d'autre cause à cette anémie. Les BCG à distance, c'est les BCG disséminés de deux cas de figure, ou bien ma microbiologie, c'est-à-dire j'ai pu mettre le doigt sur le BCG, je dis BCG confirmé. Si ce n'est pas le cas, et ça existe, dans ce cas, je dirais c'est une BCG probable ou suspecte, jusqu'à ce que je puisse mettre le doigt sur le déficit immunitaire sous-jacent signalant. Alors, je vous ai dit, ça peut commencer au niveau local, mais ça peut disséminer. Donc, il faut faire un bilan d'extension. Le bilan d'extension, ces indications, elles sont ça, bien sûr, une BCG disséminée cliniquement, une BCG à distance, une BCG aussi locale ou bien régionale, mais j'ai avec ça des signes systémiques qui m'orientent vers une dissémination ou qui m'orientent vers un déficit immunitaire. Dans ce cas, même si c'est local, je dis qu'aujourd'hui c'est local, dans quelques jours ou quelques semaines, ça va disséminer. Quels sont en définitive ces signes qui vont m'orienter vers la dissémination? C'est une fièvre prolongée pour laquelle je n'ai pas d'explication. C'est un enfant qui stagne de poids ou carrément il perd de poids. Il a des myélopathies à distance, et donc ça sort du cadre local. Il a des lésions cutanées en abcès contralatéral à la région de vaccination. Il a une hépatosplenomégalie, c'est un signe de dissémination certain. Il a des signes osseux, douleurs ou autres qui m'incitent à faire des explorations radiologiques appropriées et mettre le doigt sur la localisation osseuse, des signes neurologiques ou d'autres signes respiratoires ou autres. Donc, dans tous ces cas-là, je dois faire un bilan d'extension. Ce bilan d'extension, ce n'est pas clinique. Donc, deuxièmement, une radio pulmonaire n'est pas toujours suffisante. La scintigraphie osseuse, on va voir, elle est vraiment contributive. Une échographie abdominale, d'autres en fonction du contexte, notamment une IRM, une tomodensitométrie. Je vous donne quelques exemples d'une série personnelle, il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature. Cette scintigraphie a été contributive ici, c'est 5 par les 14 BCG disséminés, et là, elle va montrer une ostéolyse
dans plusieurs points, et donc ça va mettre le doigt sur certaines localisations, et les mesures changent. La TDM aussi, dans cette série, donc elle a pu confirmer des lésions observées à la radio, certes, mais parfois des lésions qui ne sont pas vues à la radio simple. Donc une radio simple ne veut pas dire que je n'ai pas de localisation primaire. Regardez, ces nodules, lorsqu'ils sont petits, ne sont pas tout à fait vus à la radio simple, ou bien parfois ce sont des zones, vous savez mieux que moi, difficiles à examiner sur le plan clinique, chez le nourrisson, notamment ici, il s'agit de nourrissons. Donc parfois, il faut vraiment l'IRM surrégulière pour mettre le doigt sur ces spondylodycites ABCG. L'enquête étiologique, qu'est-ce qui a donné cette BCG? Alors, il peut s'agir d'un problème de vaccination au cas où ça ne cache rien du tout. Donc, les arguments en faveur, je vais les tirer de quelques arguments d'interrogatoire. La date, la vaccination, la dose, la souche, la voie d'administration, mais aussi, il peut s'agir d'un problème de l'hôte. D'un problème de l'hôte, ou bien c'est un sujet donc, qui a une infection HIV, inconnue éventuellement jusque-là, ou bien c'est un sujet qui a un déficit immunitaire. Si j'ai de la chance, il y a d'autres signes que la BCG. Si je n'ai pas, si cette BCG est à distance, il y a des signes de dissémination, pour moi, ça cache un déficit immunitaire. Alors, je vous rappelle ces signes-là, les notions familiales, c'est capital, notamment le décès en bas âge dans la famille, c'est égal au déficit immunitaire. Si ces décès donc, surviennent dans un contexte infectieux, une susceptibilité accrue aux infections, notamment cet enfant qui me fait des infections multifocales, la multiplicité des foyers infectieux égale déficit immunitaire. C'est un enfant qui me fait des otites, des pneumopathies ou autres localisations osseuses, n'importe quelle localisation, c'est un déficit immunitaire. De l'auto-immunité qui ne reçoit pas d'explication de toutes les façons, s'il y a un emballement de système immunitaire, si je se mets à fabriquer de l'anticorps contre nos propres antigènes, ça veut dire qu'il est malade. Des intolérances alimentaires, de l'allergie, qui sont associées à cette BCG. Une lymphopénie, là, si l'enfant, c'est pratiquement un déficit immunitaire. Neutropénie, loge thymique vide, ça veut dire que le thymus n'a pas été stimulé ou qu'il n'est pas là du tout, par exemple, dans le cadre d'un syndrome de Digeorge. Alors, les indications de ces investigations immunitaires, dans le cadre d'une visite locale ou régionale, oui, je fais un bilan immunologique. Si j'ai des signes évocateurs de déficit immunitaire, ce que je viens de signaler, dans le cadre des BCG à distance disséminés, ça c'est toujours un déficit immunitaire qu'il faudra rechercher dans ces lieux systématiques. Le bilan cytoplasmique, ce que après tout de nous montrer une lymphopénie, et lymphopénie il y a un déficit immunitaire, une sorologie HIV à faire systématiquement, il ne faut pas se cacher derrière des idées que le papa a un boulard, je ne sais quoi, ce n'est pas vrai. Donc là, j'ai vu des infections comme ça, dosage d'immunoglobuline, un test au microbleu qui va me chercher un défaut de la bactéricide du polynucléaire, les populations lymphocytaires, l'expression à la classe bleue, donc j'en ai fait systématiquement en Tunisie, parce que c'est une pathologie pratiquement maghrébine. Pardon. Et d'autres explorations, notamment, nous allons voir ça. Pourquoi je me casse la tête avec ça? Parce que ça hâte, malheureusement, l'immunologiste fondamentaliste s'arrête. Pour que le bilan immunologique, finalement, je sais, parce que nous allons voir que j'ai mis autre même, et pour moi, une BCG notamment décimalisant, c'est égal à déficit. Ça, c'est prouvé dans cette série personnelle. Vous voyez ici, dans ces BCG régionales, pourtant elles sont régionales, un enfant sur 5 a un déficit immunitaire primitif. Un enfant sur 5, même. À distance, c'est la moitié des enfants, et tous les enfants ont un déficit immunitaire s'il s'agit d'une BCG disséminée. Donc les étiologies, j'arrive aux yeux, causes liées à la vaccination elle-même, oui, vous les voyez tout le temps. Donc, sont responsables de BCG toujours locales ou au grand maximum régional, jamais au-delà. 1 sur 1000 enfants qui reçoivent le BCG, et peut-être on parle de souches. Je vous ai montré dans le préambule qu'il y a énormément de souches. La souche Pasteur que nous utilisons, elle est très virulente, il peut donner des réactions de ce genre. Et puis la technique, il faut injecter strictement l'intradermique, et cela ne m'étonne pas que l'infirmière ou le confrère peut donc se tromper et injecter en dessous du derme. Et puis, éventuellement, si on met donc plus qu'il ne faut,
et puisqu'on a fait cela avant l'âge de 1 an, il ne faut pas dépasser 0,05 millilitres. Deuxième étiologie, c'est l'infection HIV. Et chez les enfants infectés par l'HIV, le risque de BCG est considéré aujourd'hui comme problème de santé publique dans le monde, pas dans notre pays, étant donné donc la diffusion de l'infection HIV en Afrique, en Europe, etc. Et chez l'enfant qui a une infection HIV, c'est une cause toujours de BCG disséminée. Moi, je n'ai pas vu du tout de BCG dans la série que je vous ai présentée. Et il faut savoir que si vous êtes donc devant chez un nouveau-né de mère donc séropositive, que le vaccin est carrément contre-indiqué parce que ça peut donner cette BCG. Ce que nous voyons, l'étiologie principale, en dehors des problèmes, si vous voulez, liés à la vaccination, ce sont les déficits immunitaires primitifs. 3 principaux déficits. Le déficit dit combiné, c'est-à-dire qu'il combine l'atteinte de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire. La granulomatose septique, parce que c'est une maladie du macrophage, de polynucléaire, c'est incapable de digérer le microbe. Et enfin, ce syndrome décrit plus récemment de susceptibilité aux infections mycobactériennes. Ces malades-là ne font d'infection que des infections mycobactériennes au sens large. Un petit groupe fait en plus des infections à salmonelle. Donc là, il faudra les chercher systématiquement, sinon on va dire non, il n'y a pas de déficit immunitaire. Donc, 3 éléments sont impliqués ici dans la réponse immune. Chaque fois que j'ai une pathologie de lymphocyte, chaque fois que j'ai une pathologie du phagocyte, parce que la bactéricité se fait à ce niveau-là, mais aussi cet axe ou cet interféron gamma IL-12, parce que c'est lui qui active tout. Si vous permettez ce petit schéma, pour vous rappeler ici que voici ma mycobactérie, elle entre là-dedans, elle est donc prise en charge initialement donc, par le macrophage, par le phagocyte. Donc si j'ai une anomalie phagocytaire, bien sûr, j'aurai une BCG. Celui-ci, il va activer la deuxième cellule, qui est le lymphocyte T. Donc si j'ai un problème de mon lymphocyte, tel qu'un déficit immunitaire combiné par exemple, je ferai une BCG. Et parfois ces 2 cellules sont là, mais leur sécrétion, vous voyez, les unes attaquent les autres, les unes activent les autres, et c'est ce qu'il dit axe IL-12 interféron gamma. Voici cette interleukin 12 qui est sécrété par mon macrophage pour dire au lymphocyte attention, il y a un agresseur qui m'embête, et donc elle lui envoie le signal CIL-12, lui, il va sécréter de l'interféron gamma, et cet interféron gamma va permettre la digestion et la dégradation de la bactérie. Les voilà dans cette série donc personnelle, c'est essentiellement les déficits immunitaires combinés sévères, ces maladies de la cellule phagocytaire, ces maladies aussi qu'il faudra absolument chercher, donc de cet axe IL-12 interféron gamma. Voici donc les quelques séries les plus importantes dans le monde. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, peut-être cette série tunisienne est la plus importante, où il y a énormément, vous voyez, de déficit immunitaire. La prise en charge, donc beaucoup de controverses malheureusement, et donc je vais essayer de vous donner ce qui est le plus souvent dit là aussi. Ce n'est pas basé sur l'épreuve, la même chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, et donc c'est la série personnelle que je vais utiliser en commun accord avec l'équipe avec laquelle je travaille, l'équipe de Paris. J'ai une BCG localisée. Donc là, uniquement au niveau du site d'inoculation, je vais désinfecter s'il y a une ulcération. Je vais éventuellement donner des antibiotiques, surtout si prélever. Même s'il y a quelques sérosités, je mets donc un écouvillon et je prélève. La surveillance, et ça, ces BCG vont guérir dans les 6 mois. Donc on ne fait pas grand-chose, ni biologique, ni quoi que ce soit. Donc on ne fait absolument rien, mais on surveille. Parce que ça peut commencer là, ça peut devenir disséminé par la suite, et au moins 6 mois, sinon plus, de surveillance. Deuxièmement, dans les autres situations régionales disséminées, c'est fonction du déficit immunitaire. Là, je n'ai pas du tout, pas de moindre signe en faveur du déficit immunitaire. Et je suis face à un enfant qui a une BCG régionale avec une adénite qui n'est pas encore supérée, elle est dure. Dans cette situation-là, ces BCG guérissent en quelques mois sans la moindre séquelle. Mais
l'évolution vers la structuration dans la littérature, elle parle de 15-30%. Dans l'expérience personnelle, dans 40% des cas, ça va suppurer tout de même. Et l'évolution vers la structuration, elle n'est pas du tout prévue par les antituberculeux. Donc ça ne sert à rien de donner des antituberculeux, ça ne sert à rien. Le traitement de la vessie, c'est les antituberculeux, sauf la piazoline. Je dirai un mot tout à l'heure si vous voulez. Donc au total de ces BCG régionales, et je n'ai pas du tout le moindre doute sur le déficit immunitaire, c'est une surveillance sur 6 à 12 mois, je saurai s'il n'y a pas une extension de ma BCG, point à la ligne, je ne donne rien. Je n'ai toujours pas de BCG, de déficit immunitaire, ma BCG elle est toujours régionale, mais mon adenine elle est suturée. Elle n'est pas encore fistulisée, elle prépare pour sa fistulisation. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas les confier aux chirurgiens. Là, il faut faire une aspiration à l'aiguille. Mettez l'aiguille fine, et là, s'il est battu, videz le tout. Videz-le. C'est très important. Vous allez confirmer le diagnostic, il s'agit bel et bien d'un bas, de BCG, et ceci va permettre une formation de sinus. Lorsque le sinus se forme, cette adenine ne veut pas guérir par la suite. Elle ne veut pas guérir, et lorsqu'elle ne veut pas guérir, et lorsqu'il y a un magma, lorsque vous palpez, vous avez un magma, là on va le confier au chirurgien, et lui on va lui dire attention, ne faites pas d'incision s'il vous plaît, c'est une excision qu'il faudra faire, il faut tout enlever, tout ce matériel mal foutu, sale, il faut l'enlever. Voilà ce qu'il doit faire. Lorsqu'on fait une incision avec un drainage, ça va entraîner un retard de cicatrisation, d'équilibre, les quelques images que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, toujours, je n'ai pas de suspicion de déficit immunitaire, je suis dans ma BCG régionale, c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense, là, un ganglion, si vous voulez, mais là, il est suppuré déjà, il est suppuré et il est fistulisé. Là, c'est dans cette seule situation où je peux donner un traitement antituberculeux, mais il n'y a pas d'évidence. Là aussi, je n'ai pas de vidéo basée sur des études d'évidence, et donc, les gens en donnent deux. Pourquoi deux? Pourquoi ce n'est pas trois ou plus? On donne deux, je n'ai pas de réponse à cela. Moi, je donne, dans ce type de situation, beaucoup plus par peur que par autre chose, et pendant 6 mois, ce n'est pas du tout consensuel. Donc, dans ces BCG, c'est la seule situation où j'ai pu donner donc, des antituberculeux. Maintenant, je n'ai toujours pas de suspicion de déficit immunitaire, mais ma BCG, elle est à distance. C'est-à-dire, j'ai une agglomération contralatérale, j'ai un abcès distant, j'ai une pneumonie, j'ai une méningite, j'ai autre chose. Donc là aussi, malheureusement, il n'y a pas de consensus. L'objectif du traitement ici, c'est ça ne doit pas diffuser. On va arrêter les dégâts à ce niveau-là. Il n'y a pas de... Donc, il ne faut pas que ça dissémine. Là, c'est un traitement antituberculeux triple. Il y en a chez les fatigues et tambutol. On utilise la ciprofloxacine notamment s'il y a une localisation osseuse à cause de sa bonne diffusion au niveau de l'os. Les BCG disséminés, nous avons dit que BCG disséminé égale déficit immunitaire, et là, donc, ce n'est plus ce cadre-là, il n'y a pas de déficit immunitaire. Maintenant, deuxième situation, je suspecte un déficit immunitaire sur ce fond de BCG, ou bien je l'ai déjà confirmé. Si c'est une BCG régionale, là, pourquoi c'est différent? Parce que s'il y a un déficit immunitaire, ma BCG régionale risque de devenir une BCG disséminée. Donc, on va donner un traitement antituberculeux triple dans ces BCG régionales, INH, fatigue, tambutol, ocypro, floxacine. On va aspirer, comme je vous ai dit, à l'IV, et sinon, si ça marche mal, on va dire au chirurgien, enlevez-moi tout ce matériel mal foutu. Les BCG à distance, ou bien disséminés sur déficit immunitaire suspecté ou confirmé, là, sont difficiles à traiter. C'est un traitement du tuberculeux quadruple remarqué ici, il n'y a pas du tout la piazoline parce que ça ne sert à rien de la donner. Et puis, dans tous les cas, ils sont à traiter dans des structures, je pense, spécialisées. Et la durée des phases discutées au cas par cas, souvent c'est 2 ans, 3 ans de traitement. Et de toutes les façons, il faudra chercher le déficit immunitaire sous-jacent et le traiter, sinon ça ne marche pas. Dans certaines situations, nous avons vu l'intérêt de cet interféron gamma pour pousser un petit peu le macrophage à tuer cette mycobactérie. On le donne notamment si un déficit de la bactérie et dans ces fameux syndromes de susceptibilité
aux infections à mycobactères. La greffe, c'est une urgence dans les déficits immunitaires conventionnels. Dans ma série personnelle, nous avons pu obtenir 4 succès sur ces 5 après greffe. Et là, juste pour vous dire que sont des situations difficiles, avant de les faire rentrer dans l'unité du greffe, veut faire le conditionnement, on va essayer de limiter les dégâts avec de l'ENH, de l'éphatine. Mais dès qu'on rentre dans le délai, on va switcher parce que un greffé reçoit en moyenne une quinzaine de médicaments. Et donc vous imaginez l'interférence avec ces médicaments, notamment la l'éphatine, l'ENH, vous savez, peut-être des acétylateurs rapides, et donc ça va chambarder un petit peu la greffe. Et les antituberculeux, on va les reprendre juste après la greffe parce qu'ils restent en déficit immunitaire chez les enfants pendant au moins 6 mois, sinon une année après la greffe. Et donc pendant toute cette période, on les couvre par les antituberculeux. Dans les autres déficits immunitaires, on les discute pas cas par cas. Donc c'est une série personnelle. Nous avons pu obtenir tout de même près de un succès 8 fois sur 10, sur un recul tout de même intéressant. Mais les 16 patients qui n'ont pas dégreffé, 8 décédés de 7 visites disséminées. Donc ces visites disséminées, elles sont mauvaises. Si j'éclate donc cette courbe, vous voyez de bons résultats dans les visites régionales et à distance. Donc on sauve un enfant sur 2 maximum s'il s'agit d'une VCG disséminée. Alors, quelques recommandations qui vous intéressent certainement, c'est le respect de la dose, la voie, le site et la technique strictement intradermique, le respect des contre-indications de BCG. Regardez ceci, dans cette série que j'ai présentée, sur les 50 malades que j'ai vus, 17 vaccinations auraient pu être évitées à l'échelle. Parce que je vous assure, chez ces 17 enfants, il y a une histoire familiale, il y a des lycéens en bas âge, il y a même des BCG disséminés chez 8 enfants dans la famille. On avait mieux dire ne pas vacciner. En fait, la vaccination se fait en amont et l'infirmière, pratiquement à quelques heures après la naissance, elle va faire son BCG systématique sans demander l'avis de qui que ce soit. Ça, on leur donne même une lettre et on leur dit à l'infirmière de ne pas vacciner et pourtant, ils sont vaccinés. Alors, c'est la surveillance aussi de ces BCG locales et régionales jusqu'à ce qu'ils guissent. Il ne faut pas dire non, c'est local, c'est rien du tout. Le diagnostic précoce, c'est la greffe dans les situations de déficit immunitaire. Et puis, pour nous, ça c'est dans le service et l'équipe de l'ICAR font autant de nous, comme nous, c'est-à-dire avant si un déficit immunitaire conventionnel, s'il est vacciné par le BCG, sauf dans le cas, même s'il n'y a pas le moindre signe de BCG, en attendant la greffe, on les met systématiquement sous antituberculeux. Là, j'arrive au futur. Si vous êtes encore en forme, je vous donne un tout petit peu les directions, on va plonger dans le futur. Si vous êtes fatigué, on arrête là. On y va? On est pas fatigué? Oh oui, on y va. On y va. Alors, la direction future, donc nous avons vu qu'il y a 2 problèmes à résoudre. C'est améliorer cette efficacité de BCG qui est mauvaise tout de même. Elle est mauvaise parce que c'est une efficacité très limitée contre surtout ça, la tuberculose pulmonaire de l'adulte. C'est lui qui est contagieux, c'est lui, ce pas les enfants, ce pas les enfants. Donc, notamment dans les zones de forte endémicité, si vous voulez. Et puis, l'immunité protectrice, elle est de durée limitée. Et puis, si je revaccine, par ce qu'on appelle un boostage homologue, c'est-à-dire le même BCG. Si je fais le même BCG comme action de boostage, je ne protégerai pas ces malades-là. Et enfin, nous avons vu chez les déficits immunitaires, ces déficits immunitaires sous-jacents, ça risque de donner donc des ravages. Donc idéalement, il faut faire un vaccin qu'on peut donner en cas de déficit immunitaire. Un mot juste pour vous dire comment cette mycobactérie pénètre par voie aérienne. Voici mon macrophage, il a plein de récepteurs. Cette bactérie en rouge, c'est mycobactérium, c'est valable pour toutes les mycobactéries. Hop, il va rentrer et il va la mettre dans cette vésicule-là qu'on appelle phagosome. Pour un microbe qui n'est pas mycobactérie, ce phagosome, remarquez ici, il y a pH 5,
il va maturer progressivement pour acidifier son milieu. Et lorsqu'il acidifie son milieu, hop, un lysosome qui est bourré d'enzymes qui tue, il va donc fusion, on va obtenir un phagolysosome et il va le fragmenter. Malheureusement pour Mycobacterium tuberculosis, il fait tout ce Mycobacterium pour empêcher cette fusion-là. C'est la raison pour laquelle il va pérenniser un tout petit peu à l'intérieur de ce macrophage, une granulome va se former, et je peux donc porter une tuberculose latente pendant des années et des années. En fait, depuis quelques années, on a mieux compris ces phénomènes-là. Voici, si vous voulez, mon macrophage, voici mon phagosome, voici mon Mycobacterium, il est dedans. Et lorsqu'en 1980, on a disséqué un tout petit peu le génome de ces mycobactéries, on a compris que ces mycobactéries ont un appareil sécrétoire extrêmement puissant qui va dégrader tout de même la paroi du phagosome, et donc il va mettre à nu l'ADN du mycobactérium, il va le transloquer dans le cytoplasme, il va exciter certaines structures ici, et ça va permettre de stimuler la synthèse de l'interféron d'un côté et de l'interleukine 1 bêta de l'autre. Donc il va pouvoir stimuler mon système immunitaire. Donc retenez ce système, il est extrêmement intéressant, le S6-1, et il ne se trouve qu'au niveau de Mycobacterium tuberculosis. Le voilà de façon plus fine, ce qu'on appelle région de déférence 1, plusieurs molécules, donc notamment sur la S6-1 ou ASA6 et cette autre protéine, et il siège au niveau de la membrane, au niveau de la membrane prêt, si vous voulez, à l'emploi pour attaquer donc la membrane du phagosome. Voici cette génomique, un travail fantastique, colossal en 88. Voici le génome des mycobactéries. Par la suite, c'est étendu à d'autres mycobactéries. Et aujourd'hui, voici cette monarque géologique de ce fameux Mycobacterium tuberculosis. Les voilà. Donc, les points de différence, ce sont ces régions de différence. Lorsqu'on fait des cultures successives, les petits morceaux de l'ADN s'envoient. Et donc, ce sont des délétions génomiques successives. Et au niveau des BCG, c'est cette région de différence 1. Et effectivement, c'est cette région de différence qui comporte ce matériel extraordinaire, donc qui permet de stimuler le système immunitaire. Donc, deux axes de recherche au moins. Les médicaments du tuberculose, ça ne se développe pas tout de même. Avec la campagne de tuberculose peut-être. Mais aussi des nouveaux vaccins, beaucoup plus efficaces, sur toutes les formes de tuberculose, à tous les âges, y compris l'adulte jeune, et chez l'immunodéprimé. Voici quelques vaccins, donc, candidats, ou bien je prends comme l'a compris tout à l'heure, le vaccin vivant atténué, tout le BCG, mais que je vais modifier génétiquement, de la meule, ou bien des mutants de Mycobacterium tuberculosis que je vais atténuer. Ou bien je dis, non, ça c'est mauvais pour les déficits immunitaires. Je vais prendre des protéines, quelques antigènes, qui vont, je suis sûr, qui vont stimuler mon système immunitaire et me donner une réaction protectrice, idéalement, abstraction en fait de ciel, c'est faire les deux. Nous avons vu, si je fais un boostage par un vaccin homologue, ça ne marche pas. Donc je vais faire une pneumovaccination pour le vaccin entier, si vous voulez, vivant atténué, et je vais faire mon boostage par ces unités, et donc je prolongerai la durée de protection. Quelques exemples, si vous voulez. Nous avons vu le principe, le BCG n'est pas efficace parce que malheureusement, cette région lui manque. Et donc, et si je peux rajouter cette région-là, la technique s'appelle complémentation génétique. Je peux rajouter la région RD1 de Mycobacterium tuberculosis lui-même, c'est les vaccins de deuxième génération. Ou bien, je vais utiliser un Mycobacterium donc, qui est pathogène dans le milieu aquatique, c'est les troisième génération, donc ils sont en cours d'essai ces vaccins. C'est ma dernière plaque, et donc pour vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de recherches, beaucoup d'essais cliniques, 14 nouveaux vaccins, ils sont variés les uns avec un vecteur viral, parce qu'il n'est pas ruseux, Mycobacterium tuberculosis, il a une croissance très lente. Des vaccins protéiques recombinés, si je recombine, je stimule mieux mon système immunitaire. Donc, ou bien des fragments inactivés, ô combien importants, surtout s'il y a un déficit immunitaire sous-jacent. Et je vous remercie vivement de votre attention.